Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons avec nous ce matin le docteur Louis Nopierre, membre du comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration de la nouvelle constitution. Bien dit? Du projet. Du projet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, Théodore, bonjour à tous les auditeurs, auditeurs, téléspectateurs. Oui. Et les deux. Radio et Télémétropole. Je suis content d'avoir la possibilité de vous recevoir ce matin. Et est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà sur la voie de la révision de la Constitution, puisqu'une date a été annoncée pour le référendum? On peut dire qu'on est sur la voie, déjà. On est sur la bonne voie du projet, en tout cas du processus d'élaboration du projet. Pourquoi vous dites que c'est un projet? Oui, parce que... Il faut attendre le mot du peuple, alors, non? C'est après? Non, on aura le projet avant déjà le mot du peuple, déjà, parce que là, on travaille sur un avant-projet et qui va être soumis, qui va être envoyé aux organisations de la société civile, aux personnalités. Donc, dans ce texte, il y aura toutes les options qui vont être formulées en ce qui concerne l'organisation de la société, la place de chacun dans cette société, en ce qui concerne la définition et l'échafaudage institutionnel. Et donc, ils auront à discuter sur ces options-là. Une bonne partie de la population est d'accord qu'il y ait une révision de la Constitution de 1987, que ce soit la version amendée ou la version originale. Mais il y a d'autres éléments de la société qui ne souhaitent pas que la Constitution soit révisée. On avance comme argument le fait qu'on n'ait jamais tenté de l'appliquer, alors qu'on exprime des reproches, on parle d'anomalies, on parle de sources d'instabilité, alors qu'on n'a jamais essayé de la mettre en application. Si l'on aborde le fond de la question, disons la forme envisagée par le comité dont vous êtes membre, est-ce que vous avez pensé à ce que dit la loi mère? Comment l'amender? Quand l'amender? Et à quel moment on peut penser à l'amender? Est-ce que vous y avez pensé? Oui, parce qu'il y a deux logiques de pouvoir constituant. Il y a un pouvoir constituant originaire et il y a un pouvoir constituant dérivé. Donc le pouvoir constituant dérivé, c'est le pouvoir institué par la Constitution elle-même et qui habilite une instance à la modifier ou à adopter ou à approuver le projet de la révision ou de l'amendement. Donc c'est ce qu'on appelle un pouvoir constituant dérivé. Et dans notre cas, ce sont les deux chambres réunies et qui forment l'Assemblée nationale. Quand ils siègent à ce moment-là, ils ne siègent pas comme une assemblée ordinaire. C'est une assemblée constituante dérivée et qui est prévue dans le cadre d'un processus qui est aussi énormément indiqué. Et il y a un certain nombre d'éléments et d'étapes qui sont circonscrits, qui sont définis. Et il y a aussi ceux qui sont habilités aussi à introduire ce processus, ou à impulser ce processus, ou c'est l'exécutif, ou c'est le législatif. Et c'est la dernière session de la dernière année de la législature et qui approuve la proposition et qui ensuite transmettent à la prochaine assemblée qui se prononce pour ou contre. Et ensuite, le nouveau président élu promulgue
Et ça a été fait... Ça, c'est la démarche... d'une démarche dans le cadre... Je dirais la démarche constitutionnelle. Constitutionnelle avec un pouvoir dérivé, un pouvoir constitutionnel dérivé. Donc la Constitution dit, toutes les constitutions prévoient la manière de l'amender. Il y a des conditions temporelles, il y a des conditions aussi politiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de conditions exceptionnelles? Et alors, maintenant, il y a plusieurs tentatives d'amendement de révision qui a été faite. La première, c'était depuis 2007, il y a eu, le président Préval avait mis en place 3 commissions qui devaient réfléchir sur l'amendement. Il y en a 2 qui ont produit des rapports assez intéressants auxquels je souscris personnellement. Et ça a produit l'amendement de 2011. Mais tout le monde sait dans la façon que ça s'était passé, et ça s'est terminé dans la confusion. Et donc, apparemment, les acteurs n'étaient pas satisfaits. C'est la raison pour laquelle la Chambre des députés a mis en place une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution en mars 2017, qui a produit un important rapport. Et pas un seul rapport, 3 rapports, parce qu'il y avait 2 rapports d'étape auxquels j'ai participé encore en tant qu'auteur. Et ensuite, il y avait le 3e rapport qui a été présenté officiellement avec les 30 propositions. Et je ne me rappelle plus exactement. Et le terme est 30 propositions pour changer la face d'Haïti, je ne sais plus exactement. Et ensuite, il y avait les États généraux qui ont produit un rapport. Et dans la première partie, il y avait beaucoup de données, beaucoup de débats, de discussions sur la Constitution, c'était en 2018. Et en 2020, l'Office de la protection du citoyen a réalisé 2 journées sur la Constitution et a produit aussi un rapport. Et on a reçu d'autres travaux, d'autres études, d'autres journées organisées. Notamment, il y avait des journées dans le plateau central qui avaient réuni tous les notables, les intellectuels du plateau central, qui ont produit aussi, eux-mêmes, aller plus loin, une nouvelle constitution. Et on les a reçus par 2 fois. Et dans la diaspora, il y a une fédération qui a collecté toutes les propositions des gens de la diaspora et qui nous ont transmis quasiment une nouvelle proposition de constitution, tout au moins dans les grandes lignes. Et on a reçu 2. Il y avait une qui est une sorte de synthèse de tout ce qui a été fait. Et une autre, c'est Iden, qui était passé là. Oui, Iden, que j'ai reçu, je crois que c'était la semaine dernière. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau, la Constitution comme problème, et ça a été construit comme tel, et ça fait depuis une quinzaine d'années, et peut-être un peu plus, parce que si on prend les ouvrages sur le plaidoyer pour une nouvelle Constitution de Mme Maniga, si on prend une Constitution dans la tourmente de Claude Moïse, donc on voit que l'objet de la Constitution comme source de problème, ça a été construit politiquement. Maintenant, le problème, c'est que, comme vous l'avez expliqué vous-même, docteur Louis Nopierre, de nombreux secteurs expriment le souhait qu'il y ait je dis de nombreux, pas tout le monde, mais il y a aussi la façon, c'est la façon qui est contestée. Et déjà, on parle de référendum, et même la Constitution de 1987, apparemment, n'avait pas prévu de référendum pour l'amender. Et la Constitution de 87, c'était aussi un problème. Parce que la souveraineté, on admet la souveraineté, que la souveraineté existe dans l'universalité des citoyens. Bon, c'est une reprise de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais en même temps que le peuple ne doit surtout pas l'exercer. Et en fait, le peuple, c'est le pouvoir constituant originaire. On n'en avait pas. J'avais parlé du pouvoir constituant dérivé. Mais le peuple, c'est la source de toute forme de règles, la source de toute forme de normes, et c'est la source de toute forme de pouvoir légitime. Et or, le problème qu'on avait
avec la Constitution de 1987, probablement. Et ça traduit le traumatisme qu'on avait dans les expériences de référendum en 1918, 61, 64, 71. Et je parle que ces référendums-là qui étaient beaucoup plus, qui avaient introduit probablement des éléments qui constituent des tournants dans l'histoire politique haïtienne. Donc, il y a une suspicion qui a été forgée et par rapport au peuple, d'autant plus avec toute l'image négative qu'on a du peuple, un peuple analphabète et incapable de comprendre, de penser des vrais enjeux. Donc, l'occasion était toute trouvée pour l'élite qui incarne et peut-être la lumière et de confisquer un petit peu la souveraineté populaire. Et il y a 2 articles dans la Constitution, au fond, qui traduisent cette confiscation. C'est que l'article 58 dit dans quelles conditions le peuple exerce la souveraineté. C'est en votant le président de la République, le sénateur, les députés et les membres des assemblées. Et l'article suivant dit que le peuple délègue ses pouvoirs au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire. Donc, et ensuite, on interdit, notre article interdit toute forme de consultation populaire sur la Constitution. Donc, c'est une sorte de mise à l'écart du peuple. Peut-être ça peut avoir ses bonnes raisons. Mais ça ne justifie pas qu'on puisse écarter les grandes démocraties. Et on n'a pas inventé la démocratie, on se revendique de la démocratie, on se revendique la déclaration des droits de l'homme. Et on ne voit pas pourquoi on fait cette confiscation au profit de quelques groupes qui se donnent une légitimité et d'agir au nom directement du peuple. Vous l'avez dit, des membres de la diaspora ont soumis des propositions au comité. Et en un si peu de temps, on doit être d'accord que le comité n'aurait pas suffisamment de temps pour consulter tous les secteurs. Mais dans votre calendrier, est-ce qu'on était consulté milieu rural, là, par exemple? Alors, il y a deux aspects. Et le premier aspect, c'est qu'il y a des critiques et des reproches qui ont été adressés à la Constitution de 1987. Mais ça, c'est des choses purement techniques. C'est-à-dire que ça concerne à la fois la place des citoyens dans la société et quelle place a les Haïtiens qui sont sur le territoire, quel est le statut de l'Haïtien qui quitte le pays, qui s'établit en pays étranger, et quelle place il a dans cette communauté haïtienne. Est-ce qu'on les reconnaît, est-ce qu'on ne les reconnaît pas? Est-ce qu'ils ont des droits, est-ce qu'ils n'ont pas des droits? Est-ce qu'ils ont l'habilitation pour participer aux affaires de la cité, etc. Y compris des étrangers qui sont établis chez nous. Et quelle place on leur donne? Et comment on les intègre dans cette communauté-là? Et comment on leur garantit des droits? D'autant plus qu'on a aussi un passé assez tragique et par rapport aux étrangers qui sont chez nous. Et dans un sens comme dans un autre sens. Donc ça, c'est des affaires purement techniques à résoudre. Et ça, c'est toute la question de la définition des droits et de revoir aussi ce qui a été fait, est-ce que toutes les garanties ont été données dans la Constitution 87 et qui demeure pour nous le texte de référence. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne la définition du pouvoir, les prérogatives, les grands reproches qui ont été adressés, c'était que il y avait une mauvaise articulation des pouvoirs avec des déséquilibres en faveur parfois d'une instance qui est le législatif, qui lui-même était extrêmement incohérent dans sa composition. Et donc, ça c'est des affaires purement techniques. Donc, il fallait consulter déjà tous les rapports qui ont été produits et voir comment ils ont défini ces problèmes-là, comment ils ont diagnostiqué ces problèmes et trouver quelles sont les mécaniques à mettre en place de réponse aux problèmes qui ont été faits. Donc ça, c'est une question purement d'expertise. Donc
On a consulté des experts. Dois-je comprendre que ces points-là ont été prioritaires pour vous, et même avant de consulter le milieu rural? Oui, après, parce qu'il faut déjà donner et construire les options, parce qu'il y a des reproches qui ont été adressés, des critiques. Donc il faut le tenir compte. Maintenant, et nous, ce qu'on attend, c'est qu'on prend ces critiques. Ensuite, on nous dit de faire une proposition. Maintenant, on dit voilà, et pour le pouvoir exécutif, voilà, l'option qui peut résoudre le problème. Enfin, on fait l'hypothèse que ça peut résoudre le problème. Et pouvoir législatif, voici les options qui sont à notre disposition. On fait l'hypothèse que ces options peuvent résoudre le problème. Au niveau du pouvoir judiciaire, donc la principale critique, c'est la dépendance. Donc on dit voici les options qui peuvent renforcer la dépendance du pouvoir judiciaire. Et ensuite, maintenant, la population on à nous dire que est-ce qu'on a bien fait notre travail? Est-ce que les options qu'on a choisies, est-ce qu'elles sont pertinentes et efficaces? Donc, ils ont le temps de nous juger, au fond, de juger le document. Et c'est par rapport à ce jugement-là, c'est comme si ce sera comme des grands orales qu'on va passer. On aura des assises, puis on va inviter toutes les organisations qui vont recevoir le texte la semaine prochaine. À ce moment-là, ils vont nous critiquer, ils vont dire, voilà, pour pas critiquer, pour détruire. Parce qu'on veut construire ça ensemble. Et puis, après ce passage de grand oral sous forme d'assises, il y aura des personnalités qu'on aura aussi à rencontrer. Et à ce moment-là, on dirait qu'au fond, les options qu'on a choisies ne sont pas si mauvaises que ça. Quels sont les éléments de la Constitution de 1987, selon vous, qui causaient le dysfonctionnement de l'État? Selon les éléments d'information, de connaissance qu'on a, c'est que au niveau du pouvoir exécutif, alors la conception même de l'échafaudage institutionnel de 1987 était elle-même problématique. Parce qu'au fond, on voulait identer le chef de l'État et au fond, mais beaucoup plus profondément, détruire toutes les instances de pouvoir, diluer la responsabilité et compliquer la chaîne de commandement et compliquer le processus décisionnel. Et si on voit que l'un des constats qu'on peut faire, c'est que, et on peut voir que les décisions sont difficiles à prendre. Et finalement, on ne prend quasiment pas de décision. Et si on est contraint par le temps de prendre des décisions, on prend une décision, on ne sait pas pourquoi on prend telle décision, pourquoi pas telle autre, et puis ça conduit et produit des problèmes. Mais c'est parce que tout simplement, tout le processus de construction de décision dans la durée, avec toutes les précautions que ça exige, c'est tellement compliqué et que le mode aussi de recrutement, de nomination est tellement aussi compliqué et parfois pas très explicité, fait que les gens qui sont préposés pour prendre des décisions, ils ne sont pas toujours à la hauteur de cela. Et l'instabilité qu'il y a, et parfois quelqu'un peut commencer d'analyser un problème, examiner un problème, et puis, quelques mois après, il n'est plus là. Et quelqu'un arrive, le temps qu'il prend connaissance de tous les dossiers et qu'il arrive à comprendre, et il n'est plus là. Si on prend un ministère comme le ministère du Commerce, c'est à peu près en moyenne, on a un ministre tous les 11 mois. Et le ministère de l'Économie et des Finances, à peu près pareil. Et on prend que ces grands ministères-là. Et donc, on voit tout ce que ça donne au niveau de la régulation du marché, au niveau de la gestion des finances publiques, etc. Donc maintenant, au niveau du pouvoir exécutif, la tension entre le président de la République, dans la façon qu'il est nommé, élu, et il est dépouillé de toute forme de pouvoir en termes de la conduite, en termes de conduite de la politique de la nation, qui est dévolu à un Premier ministre qui lui-même n'est pas élu, qui dépend d'un Parlement. Donc il est coincé, le Premier ministre qui doit conduire, qui a le pouvoir au fond du gouvernemental, ou le pouvoir... N'avait pas fait campagne. Non, le problème n'est même pas encore là, c'est qu'il est coincé entre un président qui est complètement dépourvu de tout moyen, de tout levier du gouvernement, mais qui garde
des prérogatives extrêmement importantes. Donc, il peut bloquer un Premier ministre. Il participe à la nomination. Donc là, vous parlez du Parlement? Non, on est au niveau du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le Premier ministre... Alors, le président désigne? Oui. Et c'est-à-dire que le président... Alors, on est dans une sorte de faux semblant, d'illusion, et permanente. Nos institutions fonctionnent dans l'illusion. C'est-à-dire qu'on croit que le président, il a le pouvoir, parce que c'est lui qui est élu sur la base d'une campagne. Mais en fait, la Constitution le dépouille de tous les leviers de gouvernement. Mais donc, tous ces leviers de gouvernement sont donnés au Premier ministre. Là encore, on sait que le Premier ministre a le pouvoir. Mais en fait, il est coincé. Alors, c'est encore une autre illusion. On croit que le Premier ministre est tout puissant. Et en fait, parce qu'il est chef du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, et il est chef de l'administration publique, donc il a tout l'appareil, et tous les ministères sont sous son contrôle. On pense qu'il a plein pouvoir. En fait, il est tombé dans un piège. Il est pris entre un président qui a beaucoup de prérogatives en termes de nomination des ministres. Il participe, il préside le Conseil des ministres, il gère aussi l'agenda de ce qui doit être discuté en Conseil des ministres, il nomme les grands commis de l'État et il gère la diplomatie. Donc au fond, il est coincé ici. Là, vous parlez du Premier ministre. Du Premier ministre. Ensuite, il est coincé entre un Parlement tout-puissant qui participe à sa nomination. Une fois qu'il est nommé, il est constamment sous la menace d'une interpellation. Il suffit que 5 députés se réunissent et introduisent un projet d'interpellation. Et donc, le fait même d'avoir cette peur en permanence fait qu'il est obligé de donner tout ce qu'il a. Donc ça rend l'État dysfonctionnel, selon vous? Oui. Bon, maintenant. Donc, c'est-à-dire que le plus souvent, on a un gouvernement, au fond, d'étrangers. C'est-à-dire que tous les postes des ministres, en fait, sont pas subjets d'incohérence et sont distribués non pas en fonction des objectifs que le Premier ministre lui-même a fixés, mais en fonction des besoins de support. Et cela concerne, y compris dans la gestion de l'investissement public. Parce que le budget n'est pas rationalisé, parce que pour que le budget soit voté, on est obligé de mettre beaucoup de petits projets pour des parlementaires à droite, pour des parlementaires à gauche, y compris des grands opérateurs économiques qui ont une sorte de en tout cas, une influence en matière de l'acquisition, en tout cas, des contrats administratifs. Donc, c'est-à-dire que... Donc, vous pensez qu'une nouvelle constitution va éliminer tous ces problèmes? Techniquement. Techniquement. On sait comment... Ou bien théoriquement? Non, techniquement. Techniquement, on sait comment organiser... moi, je suis sociologue, mais je fais la sociologie des organisations. Mais on sait comment fonctionne une organisation. On sait toute la mécanique pour mettre en place, pour faire qu'une organisation fonctionne de manière harmonieuse. Est-ce qu'en peu de mots, vous pouvez dire au public à quoi l'on doit s'attendre? Autrement dit, ou en d'autres termes, quels sont les changements importants à opérer dans cette nouvelle constitution? Alors, nous, on ne va pas révolutionner, parce que tout ce qu'on va dire, au fond, et c'est tout ce qui a été dit peut-être dans tous les autres rapports, nous, on a tout simplement pesé le pour et le contre et approfondir certaines options. Mais grosso modo, si on voit tous les rapports qui ont été produits depuis 2007, et la tendance dans d'autres gens qui ont produit des constitutions, on voit un exécutif avec une seule tête. Avec une seule tête. Là, on a 2 têtes qui posent problème. Donc, toutes les propositions vont dans le sens d'un exécutif avec une tête. Donc, un président de la République. Donc, il n'y aura pas de Premier ministre? En fait, pour l'instant, c'est cette option-là qui est vraiment affirmative dans toutes les propositions qu'on reçoit. Et on parle aussi de vice-président. Est-ce vrai, cette option? Bon, cette option, on la retrouve dans toutes les propositions.
Moi, personnellement, et dans un premier temps, j'étais un petit peu dubitatif. C'est-à-dire que je me dis, bon, peut-être on est encore dans le mimétisme, parce que, bon, il y a dans la littérature sociologique haïtienne, il y a toute la critique du mimétisme de l'élite haïtienne. Donc, peut-être qu'on est dans le mimétisme, parce que les Américains, ils ont cette option-là, et la République dominicaine, là. Maintenant, ce qui m'avait convaincu, c'était une des séances qu'on avait avec un expert. Il nous a expliqué que, au fond, c'est que le vice-président, c'était une sorte d'arme de réserve qui résout deux problèmes. Le premier problème que ça résout, c'est que ça stabilise un quinquennat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de groupes qui auront dans leur calcul de se mobiliser pour faire chuter un président pour prendre sa place, ou par des personnages interposés. Parce que le président et le vice-président sera élu, et c'est quelqu'un qui sera choisi par le président de la République, qui aura sa confiance, et ensuite... Il devra sortir du même parti politique que le président. Du même parti politique du président. Et le président ne pourra pas le destituer, le révoquer. Le révoquer. Mais il n'a pas intérêt à le faire, parce que c'est quelqu'un qui a une sorte d'arme de réserve, qui n'aura pas à s'impliquer dans la gestion des fonds, dans la gestion de la vie quotidienne. Il peut avoir des responsabilités, mais qui le met au-dessus de tout ce qui concerne, où il n'est pas, en tout cas, il est à l'abri des risques de malversation ou autre chose comme ça qui pourrait l'entraîner dans une chute. Mais il n'aura pas autant de pouvoir qu'un Premier ministre. Non, ce n'est pas un substitut du Premier ministre, justement. Okay. Par contre, si le président arrive à être empêché, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est lui qui remplacera le président. Qui remplace le président, et il a autant de légitimité pour continuer le mandat. Donc ça résout le premier problème que, dans le calcul des luttes politiques, et surtout dans une société comme la nôtre, où la culture politique, c'est une culture d'affrontement permanent, et une culture de confrontation permanente, où, en fait, on ne respecte pas véritablement un mandat, parce que c'est dans notre tradition. Il y a toujours, depuis après Dessalines, il y a quelqu'un qui fait une insurrection, qui prend le pouvoir et attend la prochaine insurrection pour se faire débarquer. Le nouveau gagnant attend la prochaine insurrection. Donc, il n'y avait pas vraiment... La notion même de mandat n'était pas inscrite dans notre... Donc il n'y aura pas de partage de pouvoir, encore moins de cohabitation entre les partis politiques, tout ça. Et pour le vice-président. Donc c'est-à-dire, on mène sa campagne électorale, on gagne, on dirige pendant 4 ou 5 ans. Pendant 5 ans. Et en fait, après, donc c'est ça qui enlève tout calcul dans les luttes politiques. On supprime le calcul de faire chuter un gouvernement et de prendre le pouvoir par le biais d'une sorte de transition, etc. Donc ça garantit une certaine stabilité. Stabilité. Ça, c'est la première vertu de cette option. La deuxième vertu, c'est le fait que ça évite de faire une élection sans attendre. C'est-à-dire, dans 3 mois, il faut faire des élections, et c'est très coûteux et pour faire des élections, etc. Donc, il faut mobiliser tout un appareil, etc. Donc, et ça perturbe aussi le rythme et le temps politique. Donc là, ça, c'est le premier grand changement. Non, voilà, ça, c'est le premier argument qui milite pour un vice-président. Par contre, il y a beaucoup de débats sur cette question. Mais ce débat n'est pas au niveau technique, c'est au niveau, je ne dirais même pas politique, c'est au niveau des mœurs politiques, au niveau de la culture politique, de complot, de trahison, de coups fourrés, etc. Et peut-être qu'ils ont fait remarquer dans l'histoire du pays, et les complots, les coups d'État, les manœuvres sont toujours été ourdis par des gens proches. Depuis Boaé jusqu'à... Oui, mais est-ce que c'est pas culturel? Est-ce que c'est pas culturel, trahison, affrontement entre Haïtiens? D'ailleurs, prenons le cas des mairies.
des mairies, par exemple, qui, selon la Constitution de 87, sont formées de 3 personnes. Les cartels de mairie, je voulais dire. Et rares sont les cartels qui arrivent à fonctionner, qui arrivent à boucler leur mandat avec les 3 membres. Il y a toujours des problèmes. Est-ce que ça peut ne pas reproduire les mêmes effets avec un président et un vice-président? D'autant que le vice-président saura, si le président arrive à mourir, c'est lui qui le remplacera. Mais c'est l'argument qui fait référence aux mœurs politiques, aux pratiques chez nous, à la fragilité des relations, des rapports humains, et ou la déshumanisation au fond des rapports, et qui fait que cette option-là, qui est techniquement géniale, mais peut-être mise de côté, et peut-être que cet argument a beaucoup de force. L'haïtien est né traître, apparemment. Bon, je ne sais pas si... Vous ne savez pas. On observe on reviendra avec les grands changements, les autres changements à opérer dans la Constitution, Dr Louis Nopierre. Merci encore une fois de votre présence ici à Métropole. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le Dr Louis Nopierre, du comité consultatif chargé de l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution, c'est ça? Et notre invité ce matin, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Docteur Louis Nopierre est notre invité ce matin. Avec notre invité, nous parlons du projet de la Constitution. On parle du référendum à tenir le 25 selon le calendrier électoral. Je crois, oui. Le 25 avril. Oui. Bon, on risque quand même de se tromper, mais quand même, bon, on avance cette date. Oui, je crois qu'on n'est pas dans le... On est dans le... plus ou moins dans le créneau. C'est ça. Docteur, nous tapons dans la première partie, alors nous avons fini pour une partie l'émission avec question vice-président. Oui. Vice-président, pour faire campagne avec le président. Alors, je me définis avec un point. Nous disons que les Haïtiens ont les mêmes nétraites parce que plus fort président, plus fort premier ministre, puisque pas de jamais un parti politique qui était réuni majorité dans les 2 chambres, qui était pour permettre automatiquement capable de désigner son premier ministre, c'est toujours le président qui désigne. On est d'accord? Oui. Et même s'il consultait les présidents des 2 chambres, mais le problème, c'est que toujours il y a un petit problème entre le président et le premier ministre. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Donc, qui garantit déjà nous gagner et que pas de problème encore, qu'on fourré, j'en ai dit tout à l'heure, entre le vice-président et le président de la République? Oui. Mais comme tu as dit que techniquement, c'est une solution intéressante parce que il y a 2 solutions intéressantes. La première solution, elle permet une stabilité pendant 5 ans. Nous connaissons que pendant 5 ans, et nous ne pouvons pas rentrer dans le tumulte politique, et côté que acteur qui est là à l'affût, au capiafé, peut-être devant poste pour capable prendre, et capable de faire calcul, faire insurrection pour que le président tombe et que pour même arriver et prendre pouvoir. Donc, étant donné qu'on a un vice-président qui est élu et qui a une légitimité, c'est de continuer. Et c'est un monde qui n'a même pas de président, que le président connaît, etc. Alors, et vice-président, Papa Taïzé, Mbappé, président. Oui, alors c'était ça la question là. Et alors moi-même, ça me toujours dit personnellement. Ça, c'est mon bail personnel, et peut-être qu'il y a l'autre monde qui toujours dit. C'est-à-dire que nous avons un problème parfois dans la relation, pas seulement en relations politiques, mais en relations humaines tout court. Et parce que les relations, yo chita sur 3 bagages, sur promesse que si on choisit ou que on va toujours seconder, on va toujours là pour lui, on va toujours répondre à l'attente pour ça que tu choisis là. C'est une promesse qui fait. Et on fait l'autre promesse au fond. Tacite, ouais. Deuxième promesse, deuxième élément dans la relation, c'est la confiance. Donc, tellement fort confiance, je suis capable d'inscrire nos durées ensemble avec vous, nos aventures ensemble avec vous. Et troisième élément dans les relations humaines normales, c'est la loyauté. Et nous rendons compte que qualité ça, ils vivent
dans des petites sectes ou des sociétés parfois secrètes et parfois dans des petites communautés traditionnelles. Parce que si on prend le monde société secrète là, au fond, on doit coutumier tout dans le monde rural là. Je suis sur trois ça, parce que nous vendent, nous acheté, nous adopté et sans papier et pendant 2-3 siècles. Et il y a une façon pour résoudre le conflit et s'il y a un problème. Et il n'y a pas sorti dans le cadre standard pour résoudre le conflit. Et donc, mais l'autre type dans l'autre sphère de la société, à côté que nous n'avons pas un lien de sang qui est uni, ou bien un lien mystique qui est uni, ou bien quelques liens, un peu de pacte de corruption qui est uni. Parfois, nous sommes très solidaires dans le niveau ça. Maintenant, là, nous avons un espace beaucoup plus rationnel où normes, relations, c'est contrats, ou son projet commun qui lie nous. Là, nous avons perdu tout repère. Donc, on n'a pas ça, là, si vous pouvez la danse, c'est avec gâteau. Et confiance, de toute façon, il y a une pelote. Et troisième question, la loi OTA, c'est ça, là, ça vaut pour qu'on y a. Donc maintenant, et ça, c'est question de mœurs politiques. C'est des mœurs au niveau société. Oui, on pratique tout. Ces pratiques-là. Ce sont pratiques que les fait confiance difficile. Oui. Ou qu'à tenter, ou qu'à essayer, mais pas faire. C'est comme si on façonnait nos gens pour ne pas faire confiance net. Oui, c'est ça, parce que on pas qu'être chanté, et on pas qu'être proverbe qui parlait de trahison, mais tout proverbe ça, c'est toujours mettre en scène deux amis et parfois même deux parents. Et c'est toujours ça, c'est toujours deux personnages qui mettent en scène. Donc il fait que depuis nos petits, et puis que il y a des consignes que parents nous donnent, nous pas à l'école, pas manger dans médecine, ses camarades nous, et pas prêter des livres, parce que le cas dérange dans le livre là. Exact. Maintenant, on quitte point ça, et on va regarder pour nous qui ça débat ou pas le bail, parce que jusqu'à présent rien n'est arrêté en ce sens, si bien comprendre. Et non, c'est des options qui. C'est des options. Ok. Maintenant, après question, comme tu disais tout à l'heure, constituant a essayé édenter, racher dans pouvoir exécutif là. Donc, si maintenant, c'est comme ça vient fait, c'est le Parlement qui va l'édenter. C'est le Parlement qui va perdre un peu dans le pouvoir. Et non le papier denté, parce qu'au fond, chaque pouvoir. Non, mais la pédanté d'ailleurs, nous prévoit, nous ne connaissons pas de gros changements, pas de gain Sénat encore. Et oui, entre une option qui est en chambre monocaméral. En Parlement. Oui. En Parlement monocaméral. En Parlement monocaméral. Mais ça, c'est pour une raison aussi technique et politique. Parce que. Nous pensons que ça va passer? Non, mais après, il faut. Parce qu'au fond, il y en a. La Constitution, c'est plus de rationalité, plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est ça, la Constitution est. Au niveau rationnel, et sous la Chambre des députés et Sénat, Jean que la Constitution 87 là, et concevoir. C'est que c'est même corps électoral là qui vote député, mais à l'échelle municipale, c'est même corps électoral là qui vote Parlement et Sénat à l'échelle départementale. Donc maintenant, regardez bien que au niveau, il y a une logique dans deux chambres. Regardez tout État et fédéral, et deux chambres c'est la norme. Parce que chambre basse là, généralement, les représenter le peuple dans son universalité. Deuxième chambre là, le plus souvent, est représenter les États fédérés. Et c'est le cas aux États-Unis. Ce sont les États que les sénateurs représentent. C'est le cas en Allemagne. Et c'est le cas en France, qui ont État unitaire, tant que nous-mêmes. Et c'est la deuxième chambre, les représenter les collectivités territoriales. Donc, et il n'y a pas de même importance législative. Et c'est-à-dire que deuxième chambre, on chambre de deuxième lecture et d'approfondissement. En cas de conflit, c'est l'Assemblée nationale, Chambre des députés, qui va le trancher. Qui l'emporte. Ah, ok. Ok. Donc, maintenant, on petit détail important. Puisque je pense que l'émission ça n'a fait là, est capable bien utile, puisque la discussion a continué, on a parlé de projet. Oui. Ok. Il y a un auditeur qui dit pour me demander au poli, est-ce que le vice-président est capable de démissionner?
en cours de mandat, est-ce qu'elle est capable, bon, en cas de désaccord par exemple, ça peut arriver que le président senti l'envie de trahir, et bien comme ça, il n'est pas senti confortable pour fonctionner avec le monde ça. Maintenant, est-ce qu'elle est capable de démissionner en cours de mandat? Si oui, est-ce que nous prévoyons comment organiser son remplacement? Et puis, ou encore, est-ce que le président peut demander au vice-président de démissionner? Bon, en général, les gens démission, il y a toujours une coulisse, par contre, qui est côté sorti, côté pas sorti. Mais dans tous les cas de figure, s'il démissionnait, il doit démissionner. C'est pas séquestré. Et que dans le processus là, c'est que le président a choisi l'autre vice-président et que l'a soumettre à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, c'est une question d'exercice de la souveraineté, de légitimité. Et à ce niveau-là, pas aller organiser l'autre élection pour le fait, mais étant donné que l'Assemblée nationale recevoir en délégation de souveraineté de la part du peuple, il y a un droit pour l'élu, l'autre qui a autant de légitimité. Ok, maintenant, on a avec quelques autres grands changements. Okay. On dit qu'on sur 4. 4. Donc, nous avons dit, nous avons sorti de l'exécutif bicéphale, nous avons monocéphale. La ville monocéphale, je dis, avec le vice-président. Et ils ont annoncé tout que le Parlement, la monocaméral. Oui. Sénat pour aller. C'est oui. Chambre de députés. Oui, mais alors, ce n'est pas en question de sanction, de mauvaise foi ou de méchanceté, c'est juste une question de rationalité. Oui, mais rationalité à quel niveau? Sur le plan économique ou sur le plan politique? Il y a les deux, parce qu'au fond, c'est-à-dire que Chambre Sénat, ils viennent en doublon de Chambre. Parce qu'il faut que ça au moins clair. Au moins, il faut que c'est clair. Non, mais il y a quelqu'un qui dit comme ça, l'autre côté, il y a un pile d'autres pays qui fonctionnent avec les deux chambres. Oui, même dire que chaque niveau de représentativité, de représentation. Et il ne pas représenter le même corps électoral, il ne pas représenter la même réalité. Première chambre, c'est le peuple qui est représenté. Deuxième chambre, dans les États fédérés, généralement, ça représente les États fédérés. Aux États-Unis, ce sont les États. En Allemagne, ce sont les Länder, ou bien dans des États unitaires pour l'État par nous. L'État haïtien sont l'État unitaire, l'État français sont l'État unitaire. Deuxième chambre, ils représentent les collectivités territoriales. Donc ce ne serait pas nécessaire? Ben, à moins que, et au niveau législatif, tout c'est la même chose. Au niveau législatif, c'est que il n'y a pas le même poids au niveau de la fabrication des lois. Et le domaine de la loi relevé des représentants du peuple qui font la loi. Deuxième chambre, son deuxième lecture que le fait. Je dis là, je connais un peu de monde qui est candidat au Sénat, qui a chauffé souterrain là pour l'élection. Alors, en fait, où vient un bagage plus normal qu'on y a. Un bagage plus normal, c'est que on connaît que la Constitution 87 là, il était gagné des niveaux de collectivité territoriale. Il y a gagné section communale, il y a gagné commune, et puis gagné circonscription. Non, alors gagné département. Alors, mais il te prévoit des conseils d'administration pour département et même une interdépartementalité. Il y a un conseil d'administration pour la commune, ça nous des cartels là. Et puis, un conseil d'administration pour les sections communales. Maintenant, et comme au test de ça, tout pouvoir collégial, compte tenu de l'état d'esprit que nous gagnons, état d'esprit de confrontation, parfois de compétition, parfois même de jalousie, etc. Parfois, on parle, l'autre prend ombrage de l'autre là. Enfin, nous refuser qu'on a un groupe qui a en tête qui émergeait. Et dans toute littérature haïtienne qui parlait de panier de crabe, tout ça, je pense que l'image n'est pas trop forte et l'image est assez réaliste au fond. Donc, qui fait que chaque fois dans un groupe, même si le groupe a commencé très très bien, c'est valable dans un groupe musical, on ne peut pas permettre qu'on ait une vedette. Il y a deux vedettes.
qui émergeait. Et dans le football, c'est peut-être la même chose. Et qui fait que c'est ça qui bon. Et au niveau politique, c'est peut-être la même chose. Peut-être qu'au niveau exécutif, là, c'est peut-être capable de même bagaille. C'est-à-dire que si le Premier ministre, là, et son personnalité extrêmement forte, qui a un rayonnement, ça a un impact en réaction au président. Et si le président a une personnalité assez forte, assez imposante, le Premier ministre a senti le point ombrage. Et puis madame dit, c'est moi le Premier ministre, mais le conseiller a dit le débat, monter tête li. Mais madame président, quand je dis attention, c'est le président. On retourne sur le Parlement. Nous apprenons que tu as une possibilité pour le nombre de députés t'a réduit. Oui, alors, nous n'avons pas de fini avec les sénateurs. Oui. Qu'on y a, nous parlons d'une vraie élection au niveau départemental. Et que dans la vraie élection départementale, là, qu'on y a élu à la représenter véritablement le département. Et donc, la peine en tête, bon, il y a été titre gouverneur, je ne sais pas encore, c'est des mots. Parce qu'après, il a toujours choisi dénomination. Donc, bon, élu dans tête chaque niveau de collectivité territoriale. On est élu et au niveau et au niveau section communale. Là, je suis mal informé parce que c'est pas comme ça me dit apprendre. Pas de processus là, processus d'élection ou bien de désignation ou encore de nomination du gouverneur. Même t'entendez, il dit que pas de délégué. Encore, le délégué, c'est le représentant de l'exécutif dans les départements. En lieu et place de délégué, c'est d'après les gouverneurs. Non, c'est pas ça. Le gouverneur, c'est avec délégué, c'est deux organes différents. Et les gouverneurs sont élus qui représentent les départements, en même temps qui représentent l'État dans le département. Oui, quand il y a un qui est le sénateur, il va poser candidature au niveau du département, il y a l'élu, mais au lieu d'une siège nationale, il siège au niveau du département. Il y a plus de pouvoir qu'on y a. Parce qu'il y a un pouvoir. Qui pouvoir décisionnel il parle le pouvoir, c'est lui qui mène, c'est lui qui conduit politique département, au niveau département. Mais sous place. Sous place. Parce que là, pour un pouvoir, la proximité définit le pouvoir aussi. Plus ou plus proche exécutif, là, on parle de pratique politique haïtienne. Le sénateur a du pouvoir s'il gagne de bonnes relations avec l'exécutif. Mais il a une bonne relation parce qu'au fond, c'est lui qui a articulé politique nationale au niveau départemental. Ok, est-ce que vous devez comprendre que tu as 2 ou 3 sénateurs, donc pas 2 ou 3 gouverneurs, il y a un gouverneur. Et processus d'élection là. Bien, c'est un politique normal, c'est politique qu'on fait. Donc, candidat pour venir gouverneur. Exact. Ok. Et mais moi, pourquoi. Nous comptons nous soulever. Non, pourquoi on entend soulever ça. Puisque nous, dans le processus, retirer toute question de pouvoir collégial. Donc, c'était un pouvoir collégial au niveau département. L'absauté, c'est au maire là. Et l'absauté, c'est au niveau conseil section communale, l'absauté. Donc, maintenant, on est élu. Mais même si le pouvoir, ça n'a pas déjà mis en place, mais au moins, il faut que Donc, pour magistrat, c'est un seul qui a bien. Un seul, oui, élu. On est élu. Donc, c'est ça que nous prévoyons. Maintenant, là, avant, c'est sur nous à grand pas. Malheureusement, il me 7 minutes pour me finir. Et dis-moi, question de double nationalité. Vous pensez que, alors, double nationalité ou plurinationalité, par contre, ça nous entend nous. Et dis-nous, est-ce que les sous-routes peuvent venir en réalité, effectivement? Mais il était déjà en réalité depuis l'amendement 2011. Sauf que l'idée n'est pas très bien formulée, c'est-à-dire que sous territoire là, on haïtien d'origine pas qu'à faire prévaloir d'autres nationalités. Donc ça veut dire que l'ité admettent. Et l'ité admet tout, il y a un haïtien qui est né aux États-Unis ou bien qui est né en République dominicaine, pour prendre d'exemple ça. Et c'est forcément une autre nationalité, mais pas de nationalité haïtienne. Donc ça, au moins, il était acté en 2011. Maintenant, ça qui était, c'est 2 sources de difficultés ou de clarification. Le premier, c'est une question de renoncement à sa nationalité. Et c'est sur ça que il était coincé et monde qui gagne plusieurs nationalités.
Donc c'est comme si il était une sorte de implicite, une fois qu'on a l'autre nationalité, ou renoncer à la nationalité haïtienne. Mais c'est une sorte de mettre d'âme au fond, parce qu'au fond, c'était pas ça. Donc maintenant, au moins la clarifier et façon pour renoncer à la nationalité. Ça qui arrive, par exemple, un conseil de fonction, si on a l'autre nationalité, la vivre aux États-Unis ou bien dans l'autre côté, pour balancer de postes, il faut qu'il renonce à l'autre nationalité. Madame, donc, un exemple que nous connaissons, c'est Madame Jean, qui était gouverneur, elle est obligée de renoncer à la nationalité française. Donc, il y a un processus que si un Haïtien veut renoncer à la nationalité haïtienne, et parfois c'est dans le bénéfice pas, la bonne façon, et si c'est bon pour lui, la bonne façon pour le faire. Et loi sur 84, et sur nationalité, novembre 84, et tu prévois ça. On a renoncé, mais elle dit que pour renoncer à la nationalité, il faut qu'on pas même sur le territoire national là. C'est la différence. Mais sauf que dans la pratique, mesdames, ils ont rejeté ton candidature, dit parce que maintenant, tu as renoncé à la nationalité, et une double nationalité. Et donc, ils ont interprété n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. En fait, et si on a une autre nationalité, au fond, c'est comme ça. La double nationalité n'est admise en aucun cas. Non, ça c'était 87, article 87. Mais ça a été supprimé en amendement. Oui. Mais sauf que. Non, mais il y a balise, ils mettent quand même. Souté déjà pour l'autre nationalité, au cas où des postes qu'on a occupés, là on parle de. Non, il n'y a pas de jamais de balise. C'est n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Qu'on y a. Une sorte de présomption, une sorte de. Non, mais est-ce que vous avez un président de la République? Si vous n'avez pas de jamais renoncer à la nationalité, vous n'avez pas de jamais de barrière pour pas être président. Donc, même si je suis américain, si je ne peux pas renoncer à la nationalité haïtienne, non? Non, alors, soit haïtien d'origine, oui. Ce n'est pas l'autre monde qui est naturalisé haïtien, non? Soit haïtien d'origine, maman, papa, tu es haïtien. Donc, même, vous n'avez pas de jamais aucune barrière pour devenir président de la République, pas de jamais gagné. Il doit seulement n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Et loi 84 là dit comment pour renoncer à la nationalité haïtienne. Mais alors, ça veut dire que sous ou l'autre nationalité que la Constitution admet, qu'on pas de jamais font des démarches pour te renoncer à la nationalité. Toujours, il pas une barrière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous une incompréhension ou bien une mauvaise compréhension de l'article ça? Parce que si je dis là, c'est comme ça, il n'est pas obligé de gagner un paquet de protestations. Ça. On a diaspora, pas obligé de dire non, il y a besoin de diriger, éliminer les questions, une nationalité obligatoire pour occuper telle ou telle fonction. Il n'y a pas de jamais. La preuve, c'est que nous avons une affaire Siméus. Très bien. Et le Conseil électoral a retiré sous liste là. Il fait un appel dans la cassation qui demandait pour reconsidérer parce que peut-être que je ne pas songer dispositif de jugement, mais certainement c'est peut-être ça, peut-être qu'il n'a pas jamais renoncé. Oui, je te dis que son document, le passeport est un document de travail. Ouais, bon, ça. Oui, mais donc il n'a pas jamais renoncé. Parce que loi sur nationalité, même loi sur nationalité, parce que la nationalité haïtienne, c'est la loi qui détermine, ok? Enfin, régime de nationalité. Mais il dit comment? Jusqu'à présent, c'est loi 84. Mais il dit que pour renoncer à la nationalité, il y a une façon pour faire. Et il est même publié dans un journal officiel. Parce que pour capable retirer sous registre. Là, on peut parler de loi d'application, non? On va parler de loi d'application, on parle d'une loi qui est antérieure même à la Constitution. Oui, 84, sur la nationalité. Donc, il dit comme ça qui prévoit. Comment pour renoncer? Et moun sa yo pas de jamais renoncer selon prévision ça. Non. Donc ça veut dire que tu es cas président. N'importe qui poste. Et c'est un bon problème. Il y a deux passeports. Mais maïsien américain et puis par exemple ou bien maïsien dominicain en même temps. Et puis, il y a une question de Haïti Cap Goumé avec la République dominicaine. Bon, alors. Qui côté mal situé? Non, alors, bien évidemment, les restrictions ça a été faites peut-être après, avant Première, Deuxième Guerre mondiale. Côté, on pas État en conflit. C'était un risque que l'Allemagne fait guerre avec la France, c'était très important. Ou bien que l'Italie entre en guerre avec la Belgique ou n'importe qui. C'est ça qui fait que, en fait,
Ils ont été limités, ils font question d'allégeance, au fond. Et qu'on a le problème d'allégeance, c'est au niveau fiscal. C'est ça là le posé. Et une série de monde, parfois qu'on renonce à la nationalité parce que les pays plus taxes, s'ils mettent la nationalité, en Europe ou en Suisse, avec l'autre pays, ou après, soit pour suivre, ça va après, quand il y a des gens qui changent de nationalité, mais qui renoncent, parce que tout simplement au niveau fiscal. Mais dans Haïti, nous n'avons pas de gens qui gagnent. Tout le monde nous dit qu'il n'est pas capable, tout est capable. Il n'y a pas de gens qui ont des restrictions. Docteur, nous avons campé sur point ça. Oui. Avec un demande formel que je tout fait. Parce que j'ai une vingtaine de questions là qui ont rapport avec le travail là. D'autant plus que nous avons une étape où se dit nous sur la bonne voie vers le référendum. Donc ça veut dire que grand pile bagage monde doit connaître. Je ne vais pas entrer dans des démarches comme si pour faire la promotion. Bon, c'est un capitaine, on doit en tant que journaliste, même si que démarche est controversée. Mais quand même, le monde doit connaître ça que la donne, ça que dans le projet. La promesse que nous avons demandé pour faire, c'est de dire est-ce qu'on est disponible pour nous faire suite émission aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et je suis disponible. Disponible. Oui. Ah ben, si vous êtes disponible, je m'invite le public métropole à continuer à suivre parce que il y a des choses que nous devons connaître. Et au même temps, vous êtes capable de manifester intérêt pour des questions qui ont rapport avec cette nouvelle constitution. Nous allons dire comme ça, cette nouvelle constitution ou bien la constitution révisée, amendée? Alors, cette nouvelle constitution au niveau de la procédure. Okay. Parce que c'est amendé, c'était pour entrer dans le cadre pouvoir constituer, pour constituer un constitué et dérivé, côté de l'Assemblée nationale qui fait. Là, on reporte directement à la population qui est un pouvoir constituant originaire qui pourra le voter lui-même. Donc, c'est une nouvelle constitution. OK. On va retourner bientôt pour nous parler pour nous approfondir la question de double nationalité ou la plurinationalité. On appelle ça bientôt. Nous sommes obligés de remettre en tête. OK. Ça veut dire loi sur 84. Et nationalité, il est en ligne, même de trouver en ligne, enfin, sur Google. Ou taper loi nationale. Parce que c'est voté pour le moins. En tout cas, je gagne en version électronique là. Je peux voir le bord si il y a des gens qui sont intéressés ou capables de joindre. Bon, surtout diaspora qui a besoin de. Oui. Vous voyez, moi, je vais quelques amis à l'étranger qui sont très intéressés à ça. Okay. Docteur Pierre, merci infiniment. Vous êtes disponible pour le public de Métropole. Jean Djoulan, c'est un engagement. C'est un engagement, oui. D'accord, merci beaucoup. Okay, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Et aujourd'hui, on a parlé du projet de constitution, surtout avec cette annonce faite hier par le Conseil électoral qui fixe la date du 25 avril 2021 pour le référendum. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Madame, monsieur, passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.